Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le bilan des films que j'ai vus au mois de janvier 2022. Donc, il y aura des films que j'ai rattrapés qui étaient sortis en 2021. Il y aura des nouveaux films qui sont sortis en janvier 2022. Et après, vous aurez tous les autres films qui sont sortis avant 2021. Genre Matrix, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous plaira. On commence tout de suite par un phénomène qui sort début février mais que j'ai eu l'occasion de voir en avance. C'est The Innocent. Alors je vais pas vous dire le nom du titre en norvégien parce que sinon je vais l'écorcher et ça va pas être bien pour vos oreilles. Un film saisissant pour le spectateur sur des gamins apprenant leurs super pouvoirs dans un lieu et un univers glauque et oppressant. Tout ça dans un film indépendant, dans une cité norvégienne. Certains enfants sont très bienveillants, d'autres suivent le mood, et un en particulier est un gamin sadique et sans scrupules. Le métrage montre brillamment la force obscure de ces gosses. C'est lent, c'est contemplatif par moments, mais foutrement bien réalisé et bien mis en scène. Ce film est prenant du début à la fin, un film coup de poing, qui choque, qui interpelle. On s'attache à ces gosses, sauf à un gosse, comme je vous ai expliqué. Une belle claque cinématographique, seul bémol, il y a une scène de torture abjecte sur un chat, qui n'a rien à foutre dans ce film. Et ma note, 9 sur 10, mais à cause de cette scène, je trouve scandaleuse, sur un chat, qui n'a rien demandé à personne, j'ai quand même enlevé un point. Ensuite, Hôtel Transylvanie, Changement monstre. Un film de 2022 aussi. Donc le film précédent c'était aussi un film de 2022. Je découvre cette saga avec cet opus. J'aime beaucoup l'énergie qui s'en dégage, l'univers est cool. Ça me donne envie de voir les précédents épisodes. Et l'animation est fluide. Les textures dans l'animation et le dessin numérique sont bien faits. J'ai adoré cet humour cartoonesque sur l'instant T. Une chute, un gag, l'humour est instantané. Dur d'expliquer, j'ai pas le vocabulaire technique approprié, mais j'espère que vous m'avez compris. Les personnages sont hilarants, bien exploités et attachants, et ma note est de 9 sur 10. Et c'est vrai que je suis pressé de voir les premiers épisodes, qui m'a l'air quand même peut-être encore mieux que ce quatrième opus. On sait qu'au bout d'un moment, les films d'animation, quand ça arrive au 3-4e, ça s'essouffle. On verra avec un autre film. Je crois que c'est le 5e opus, si je dis pas de conneries, c'est L'Âge de glace, on en reparlera tout à l'heure. Alors, Team is Up. Alors, Prime Video démarre fort son année en proposant une romance dramatique qui sort des sentiers battus. La romance est prenante et passionnante, elle est loin d'être gnangnan. La BO est plus que satisfaisante, l'actrice principale, Bella Thorne, est brillante dans ce film. Elle illumine le métrage, le second acteur principal, Benjamin Mascolo, se défend bien, les personnages sont bien écrits et bien construits, la mise en scène est soignée, j'adore la photo en lumière naturelle, ça donne du cachet au film, je reviens sur l'actrice et l'acteur principal, j'ai adoré leur romance, ils sont attachants, on prend un grand plaisir à les suivre dans cette chouette romance. Et ma note est de 9 sur 10, c'est vrai que depuis tout à l'heure il y a des 9 sur 10, mais aussi il n'y a que des très bons films. El Parano, alors c'est un film sur Netflix qui est sorti ce mois-ci, qui s'appelle Reclus, en version française, donc film de 2022 bien évidemment. Une proposition intéressante et une métaphore bien pensée sur les peurs, la folie, la dépression et la parano, par le prisme d'une légende urbaine et familiale qui attaque toute la famille à cause d'une gigantesque et malveillante... Attendez... À cause d'une entité gigantesque et malveillante. Ça reste simple et classique avec un air de déjà-vu dans le cinéma d'horreur espagnol, mais ça reste néanmoins très efficace, en partie grâce à son ambiance glauque, sombre et lugubre, dans une forme oppressante, avec en plus un air de fond de guerre très mystérieuse. J'ai bien aimé les décors et le gosse est formidable et la mère est exceptionnelle. Ça part dans un thriller très angoissant, film à voir. Alors, j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors, j'ai mis des lunettes parce qu'aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai mal aux yeux. Hier, je me suis promené en forêt.
J'ai peut-être dû attraper un truc au niveau des yeux, mais ça me pique un peu les yeux aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai mis des lunettes de soleil. Et là, ça m'apaise un peu la lumière, ça m'apaise un peu. Voilà, rien de grave, hein, ça me le fait des fois. Et mon petit t-shirt Superman, je le kiffe. Je l'ai acheté, je sais plus où je l'ai acheté. Ah, je sais plus. Mais je crois que je vous avais fait une vidéo avec mes différents t-shirts que j'avais achetés, mais je me rappelle plus, je me rappelle plus du site. Enfin bref, on n'est pas là pour parler chiffon. Ensuite, comme je vous l'ai dit, L'Âge de glace, les aventures de Buckwild. Alors, il me semble que si je dis pas de conneries, c'est l'épisode 5, mais... Parce qu'il y a le 1, le 2, le 3... Est-ce que c'est l'épisode 5 ou l'épisode 6? Je sais plus. Enfin bref, il est sorti sur Disney+, il sort au mois de mars, mais il a fuité sur Internet. Alors je suis désolé, moi ça me dérange pas qu'il fuite sur Internet, il avait qu'à sortir au cinéma. Voilà. Ça fera de la thune en moins pour Disney+. Malgré un arrière-goût, pardon. Oh, je vais y arriver, pardon, excusez-moi. Malgré un arrière-goût de réchauffé à cause d'une aventure similaire d'un précédent opus, bah ça fait vraiment plaisir de revoir l'équipe au complet. Alors oui, ça n'a plus l'étincelle des premiers films, mais on passe toujours un agréable moment avec toujours ce Sid qui me fait toujours autant marrer. Le fait de faire évoluer les deux personnages les plus lambda, bah à la fin, on s'attache plus à eux, on les découvre un peu plus quoi. Mais en contrepartie, ça rend la chose un petit peu moins émotionnelle puisque l'équipe avec les deux mammouths et tout, on les voit un petit peu moins, ils sont moins exploités que dans les autres. C'est vrai que ça fait un décalage avec les autres films, donc niveau émotion, c'est pas ça. Mais on s'attache toujours à cette chouette équipe et ça fait toujours plaisir de revoir un nouveau L'Âge de glace. En plus, Buck est vraiment un personnage très intéressant. Bon, il était peut-être plus intéressant dans le 4. Oui, je crois que c'est le 4. Oh, je sais plus, je me mélange avec les opus des L'Âge de glace. Enfin bref. Là, je vais vous parler d'un super film qui est sorti en décembre 2021 sur Netflix, qui est pour moi le meilleur film de Netflix qui est sorti de tous les temps. Et ma note était de, attendez, excusez-moi, 8 sur 10. Donc, Don't Look Up, Déni Cosmique. Alors, ma note 10 sur 10, mais j'en avais fait une petite vidéo, j'avais fait un espèce de truc de bande-annonce pour compléter un peu mon top. J'ai été charmé par cette proposition cinématographique que nous propose Adam McKay. Déjà, le duo Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio est exceptionnel, bien écrit, charismatique. Rajoutez à ça une Meryl Streep d'exception. Le scénario de base est passionnant, de la première à la dernière seconde. Les thèmes abordés sur un ton satirique fait réfléchir sur notre monde et sur l'être humain, et sur la connerie humaine surtout. J'ai adoré le final tout en finesse et les scènes post-génériques complètement décalées et what the fuck. Adam McKay maintient avec ce film que le pré-apo, donc le pré-apocalyptique, est une vraie source d'inspiration, même encore en 2021. Enfin en 2022, puisque je l'ai vu en 2022. Une satire savoureuse, légère et terrible à la fois. Meilleur film de 2021. Et il y a eu The Last Night Show. Mais je préfère quand même Don't Look Up en premier. Je le mets toujours en premier, même si... Enfin bref. Ah bah tiens, bah là on est en plein dedans. Last Night in Soho, film de 2021, que j'ai pu rattraper en janvier. Comme une pizza 4 saisons, il y a divers ingrédients, qu'on appellera ici des éléments, et parfois ça se mélange et ça s'imbrique parfaitement bien entre les visions et le réel de notre héroïne. Le film prend au triple et nous emporte dans son délire de la première à la dernière seconde. Nous avons deux actrices d'exception, Anna Taylor. Joy a une prestance de malade dans ce film. Niveau colorimétrie, plan, rythme, photographie, montage, étalonnage, bande originale, univers, atmosphère, acting, tension, scénario et originalité du scénario, il n'y a vraiment rien à redire, tout est parfait et maîtrisé. C'est l'un des films de 2021 qui propose la meilleure patte artistique de l'année. Allez, seul petit bémol, on va dire, le côté teen movie, on va dire, il a un petit côté de déjà vu et assez lambda. Mais alors le côté musical est juste parfait, sans fausse note, c'est le cas de le dire, musical sans fausse note. Il est génialissime. Et ma note est de 10 sur 10. Et moi, cette actrice, la blonde là, Anna Taylor, et même celle-là qui l'accompagne, hein, l'héroïne principale est géniale aussi. Mais Anna Taylor est brillantissime dans ce film. Ensuite, une grosse daube, je vais pas dire merde pour respecter l'équipe technique.
L'origine du monde, ce film est une honte, un scandale, une idée de départ sympathique qui donne envie Alors il était sorti en 2021. Une idée de départ sympathique qui donne envie d'en découvrir plus. Malheureusement, toute la trame du film pour sauver le perso principal incarné par Laurent Lafitte est pas drôle, lourd, malsain, malaisant et limite dangereux. Tout repose à harceler une vieille dame limite sexuellement pendant tout le film. En plus, ça se prend full au premier degré, le film est une grosse déception. Et merde, Laurent Lafitte a un super jeu d'acteur, mais pourquoi il a réalisé cette merde? En plus, c'est lui qui a réalisé ça, quoi. Je suis vraiment dégoûté, quoi. Pourquoi il a écrit il a réalisé cette merde infâme? Il a quand même joué dans un bijou cinématographique qui était l'heure de la sortie. Il était dans l'heure de la sortie, qui est un brillantissime film. Et là, il nous sort un truc. Mais vraiment, je suis pas du tout wack et toutes ces conneries. Mais là, je trouve que de reposer sur une agression d'une vieille pendant tout un film, surtout sur le prisme de l'humour, je trouve ça quand même relativement limite. Pourtant, vous me connaissez sur Twitter, je suis anti-wack, anti tout ça. Mais là, je trouve ça scandaleux, et il y en a qui ont rigolé devant ça. Et après, il y en a qui vont nous faire chier avec une blague dans Gangsterdam ou le côté un petit peu sulfureux de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, alors qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, quoi. Mais là, agresser sexuellement une vieille pendant tout un film, oh oui, je peux me permettre de dire vieille, hein. Franchement, vu ce qui se passe dans le film, à mon avis, hein, surtout sur le prisme de l'humour, mais fait de cette façon-là, en plus c'est pas drôle, c'est lourd, c'est malsain. Il y a juste un petit clin d'œil parce que ça s'appelle L'origine du monde et c'est le nom d'une peinture de Gustave Courbet. Vous savez, L'origine du monde, où on voit un vagin d'une femme assez poilue. Dans je sais plus dans quel musée c'est. Moi personnellement, je trouve ça très très laid, je trouve ça vraiment complètement laid et dégueulasse. Mais elle est là, hein, c'est de l'art, on accepte ou on n'accepte pas. Mais il y avait juste ce petit clin d'œil que j'avais trouvé, j'ai fait ouais, c'est sympa. Voilà, c'est ce truc. 1 sur 10 pour ce film dangereux. Pour moi, il est dangereux, c'est un des rares films que j'ai vu qui est dangereux. Ensuite, 16 printemps. Alors là, c'est mon petit coup de cœur là. Malgré un acharnement débile et non fondé sur la fille de Vincent Lindon, par une bande de petites merdes sans intérêt, j'ai trouvé cette actrice tendre et talentueuse, et en tant que réalisatrice, oui parce qu'elle a réalisé ce film, même si ça cafouille dans un rythme un peu bâtard et lent, très convaincante pour un premier film. Le film est une parenthèse de 1h15 sur l'adolescence, les doutes, l'incompréhension des autres. Quand on est différent et au premier coup de foudre, ce film est un petit bonbon rempli de douceur qui fait grave du bien. Et tout repose sur vraiment les débuts d'un coup de foudre chez une adolescente. Dans ce monde de merde, si vous avez aimé La Boum 2, vous risquez d'aimer ce petit film, vraiment très sympathique, très mignon et sincère, de la part de cette jeune réalisatrice qui s'appelle Suzanne Lindon. Et ma note est vraiment, c'est eu un petit coup de cœur, c'était frais, c'était bon. Un petit moment mielleux, un petit moment bonbon, un petit moment qui fait du bien. Et j'ai mis 9 sur 10 à 16 printemps et Reggie Gorilla a pas du tout aimé ce film. Comment il a défoncé ce film. Alors là, on va partir sur les films avant 2021. Donc ça va de 2020 jusqu'à 1970, je sais pas combien. Allô maman, ici bébé, de 1990. Un grand plaisir de revoir un film de mon enfance. Avec le temps, le métrage perd en intensité, mais ça reste malgré tout une grande romance, drôle, fun, attachante et touchante, avec un Travolta, moi j'adore Travolta dans les films, et une Kirstie Alley au top. Daniel Auteuil incarne parfaitement la voix off du bébé. Oui, c'est Daniel Auteuil qui fait la voix du bébé, quoi. Je l'ai appris et j'ai reconnu sa voix, quoi. Incarne parfaitement la voix off du bébé. Je le répète. Et l'intro est épique avec cette musique des Beach Boys. 9 sur 10. Alors hier, j'ai vu Red Dingue sur TF1. Oui, la réalisation est basique d'un téléfilm du samedi après-midi sur TF1. Après, j'ai bien accroché à l'humour et au duo dans ce film. Ça passe bien, nous avons notre Pierre Richard au féminin. Alors oui, c'est peut-être pas très crédible, mais il faut l'accepter.
Alice Paul s'en sort super bien et Danny Boone a le don de me faire marrer. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui trouvent son humour pourrave. Moi, j'accroche à ses mimiques et à ses expressions. Un bon film de TF1. Et ma note, j'ai mis 7,5 sur 10 parce que c'est loin d'être le meilleur, Danny Boone. Ensuite, oui, j'ai vu Evil Dead 2, un film de 1987, mon année de naissance, même si je suis né le 7 décembre, j'ai connu un tout petit peu 1987. On m'a souvent parlé de ce film comme quelque chose d'ultra what the fuck qui est devenu culte principalement pour cette raison-là, en étant de surcroît en décalage total avec l'ambiance du premier film, qui de surcroît je n'ai pas vu. J'ai pas vu le premier film comme je vous l'ai dit, mais pour son côté what the fuck, je valide totalement. Est-ce que ce côté culte et what the fuck est surcoté pour l'époque? Non, clairement. Mais à l'époque d'aujourd'hui, je dirais oui. On a quand même eu 5 ans après Branded. Ce qui a défoncé Evil Dead 2 dans son délire. On a eu quand même quelque chose de beaucoup plus what the fuck quoi. Ensuite, les 3 principales qualités de ce film, le côté décalé et what the fuck, ses effets spéciaux en practical effect. Donc là, on n'est pas dans du CGI, là on est vraiment avec des vrais monstres et tout, fait en practical effect, donc fait en vrai, on voit que et ça rend la chose beaucoup plus crédible. Et un héros badass qui en chie pendant tout le film. Après, niveau histoire, ça révolutionne pas le genre, mais ça fonctionne bien. Je suis déjà à 16 minutes, moi, putain. Marseille, alors c'est un petit film que j'ai vu à la télé, que j'ai revu à la télé, film de 2016. Un film entre un père amnésique et 2 frères drôles et touchants, réalisé avec beaucoup de sincérité malgré une réalisation classique. L'histoire est plutôt bien écrite, le drame familial est plutôt bien pensé, et le duo Patrick Bosso et Cadmerade fonctionne bien. Mine de rien, Patrick Bosso est un superbe acteur, surtout dans les rôles où il incarne un Marseillais. Bah oui. Mais vu qu'il a toujours vécu à Marseille, ça joue aussi. Dommage que le final soit trop vite expédié et la maladie du personnage incarné par Patrick Bosso n'est pas résolue. Et ma note, un petit 8 sur 10. Ensuite, encore un classique. Carrie de 1977, là j'ai vu beaucoup de classiques, mais je l'avais déjà vu ce film. Un film de possession diabolique rondement mené par une mise en scène impeccable qui mélange des thématiques comme le harcèlement scolaire et la femme au cœur de la religion catholique, mélangeant avec brio l'horreur, le teen movie, le drame et parfois même l'humour. Oui, un tout petit peu d'humour, oui, mais alors vous attendez pas un film comique à la Danny Boone. Hein. Une héroïne super attachante, due à sa gentillesse et son innocence, une grande actrice dans ce rôle-là. Film avec des scènes vraiment impressionnantes, marquantes et choquantes, dû surtout à la violence psychologique plus que physique même. L'ambiance de ce film est géniale, film culte et Travolta dans ce film est somptueux. Ouais, décidément, j'ai vu beaucoup de films de Travolta. Bon. 10 sur 10 et ce film, je l'avais vu la première fois, j'ai kiffé. Miko de la méthode Koei, enfin de Koei, vous savez, qui est sur Énergie 12. Miko qui a aussi une chaîne YouTube. Il avait fait une première séance sur Carrie et du coup il m'a donné envie de le revoir. Merci Miko officiel. Et ma note, comme je vous l'ai dit, 10 sur 10. Alors là, j'ai vu les 2 premiers Matrix que j'avais jamais vu de ma vie. Matrix 1 de 1999, un univers sur notre monde, sur la vision que les gens en font, ultra riche et très intelligent, même si le film peut paraître démodé aujourd'hui à cause des complotistes sur les réseaux sociaux. Ce film était le visionnaire des complots d'aujourd'hui. Le film est encore plus d'actualité depuis l'arrivée du Covid et tout ce que le gouvernement a osé nous faire subir pendant cette épidémie. Des combats magnifiquement bien filmés avec d'excellents effets spéciaux et un casting au top. Mais j'ai vu le second opus et je vais vous en parler tout de suite. Ma note 9 sur 10. Pourquoi j'ai marqué ça à la fin? Enfin bref. Matrix 2 Reloaded. Je sais pas comment ça se prononce. Un film de 2003. Un opus qui gagne en maturité. Oui, les gens préfèrent le 1 et le 2, mais moi je préfère le 2. Un opus qui gagne en maturité par son personnage principal. Les enjeux qui se concrétisent, les révélations sont côté encore plus épique que le premier. Son scénario a autant d'impact que dans le premier. Il y a encore plus d'action. Et je trouve les combats encore plus rythmés. Il y a toujours quelques fights à main nue, parfois épiques, parfois grandioses, parfois moyens. Mais quand les personnages prennent un objet dans la main, l'action devient tout de suite plus fun. Le côté politique évolue. Franchement, j'ai encore plus d'attachement que le premier, même si on perd le côté intimiste et huis clos du premier. Et ma note, et là franchement, je le trouve encore mieux que le premier, donc ça mérite
Un 10 sur 10. Pouh, putain, j'en ai marre de parler, moi. J'espère que cette petite vidéo sur mon bilan des films que j'ai vus ou rattrapés en janvier 2022 vous aura plu. Alors, on se retrouvera bientôt pour les achats geeks. Les derniers achats geeks que j'ai fait. J'ai fait pas mal d'achats geeks. PS3, PS4 et Blu-ray. Il n'y a pas de DVD cette fois-ci. Bon, j'arrête un peu le DVD. Je vous avouerai que je crois que vous verrez plus de DVD sur la chaîne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à commenter, liker, partager. Et surtout à vous abonner. Et d'ailleurs, en parlant d'abonnement, il y a un mec qui a fait un site parodique sur moi sur Twitter. Alors, il reprend des extraits de mes vidéos. C'est bienveillant. Je vais pas leur faire de la pub pour le moment. Mais si je vois que ça se passe bien, en plus, le mec, je l'ai accepté en ami parce qu'il m'a accepté en ami. Si ça se passe bien, je ferai de la pub sur mon propre site parodique que le mec a fait. Si ça se passe mal, bah, il y aura des sanctions, comme on dit. Mais là, pour l'instant, ça se passe bien, c'est bienveillant. Il prend des petits extraits marrants de mes vidéos. Ça reste bon enfant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ciao et bye bye. Ciao. Ciao. Allez, salut.